Très clairement, c'est David contre Goliath. On se plaint aujourd'hui des problèmes de niveau d'eau. Mais pour donner de l'argent à tout le monde, il a fallu puiser à outrance. Aujourd'hui, les minéraliers en France, c'est 0,03% des prélèvements de l'eau. Dans la tête des gens, il y a plein d'eau et il y en aura toujours. Et il faut changer de paradigme. C'est une activité qui est autorisée, c'est une activité qui est réglementée. Donc à partir de là, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. On peut se passer d'un smartphone ou d'une télé ou d'un aquarium avec des poissons tropicaux. Mais de l'eau, on ne peut pas s'en passer. Moi, je ne rentre pas dans le débat de savoir si les pneus faits à Clermont-Ferrand, ils vont en Chine, ou si les pains jaquets faits à Saint-Beauzire, ils vont en Allemagne. Il ne peut pas y avoir d'emploi stable sur une ressource qui est à la baisse. On ne peut pas ne pas envisager que cette activité eau minérale, elle soit amenée à cesser. Ah bah, j'aimerais qu'ils fassent des yaourts, c'est pas les vaches qui manquent en Auvergne. Nous avons des villages qui sont ravitaillés par des camions-citernes. La guerre de l'eau a commencé. La maison brûle et l'eau pourrait venir à manquer. Ce 1er mai 2024, la Société des eaux de Volvic est à l'arrêt. L'incendie criminel d'un local technique paralyse les lignes de production. L'usine reste bloquée pendant presque 48 heures, mettant au chômage un millier d'employés. Une première dans l'histoire de l'embouteilleur auvergnat. On est content qu'il n'y ait pas de blessés, il n'y a pas d'impact sur la qualité du produit, on est sur un enjeu technique et l'enjeu est de redémarrer dans les meilleures conditions. On aura un préjudice, clairement, la remise en état des installations et aussi le manque à gagner. Si l'acte de sabotage n'est pas revendiqué, les deux intrus ont laissé le message suivant. Extractivisme de l'eau, non mais à l'eau quoi. Certains parlent alors d'écoterrorisme. Quand au nom d'une idéologie, au nom d'une idée, on se met à brûler des maisons, détruire des serres d'agriculteurs, détruire des bassines dans les Deux-Sèvres ou détruire des centres de recherche, publics ou privés, c'est une forme de terrorisme économique, de terrorisme environnemental. Donc oui, je maintiens ce terme. On est solidaire de toutes les épreuves de sécheresse qui peuvent avoir lieu sur le territoire. On réduit nos prélèvements. On a de manière significative réduit nos prélèvements sur les dernières années et on continue à le faire dans les années à venir. On sommes déjà engagés sur le sujet de manière très très forte. Si les eaux de Volvic voient le jour en 1958, il faut attendre 1974 pour que l'usine du Chancé sorte de terre. La Société des eaux de Volvic, la SEV, est aujourd'hui autorisée par l'État à prélever 2,5 milliards de litres par an grâce à ses 5 puits de captage. L'eau minérale provient de l'impluvium, un territoire de 38 km² qui s'étend au pied du puits de Dôme. Depuis près de 60 ans, la Société des eaux de Volvic extrait, embouteille, vend et exporte de l'eau minérale, propulsant par la même occasion l'image des volcans d'Auvergne à travers le monde entier. Une aubaine, oui, mais pas pour tout le monde. Nous avons rendez-vous avec Édouard de Féligonde. À moins de 2 km à vol d'oiseau de l'usine, à Saint-Genès-l'Enfant sur la commune de Malauza, se trouve le château familial. La bâtisse du XVIIe siècle surplombe les bassins de la propriété. Édouard, la soixantaine, se bat depuis plus de 6 ans contre la SEV et sa maison mère Danone. Sa pisciculture, classée monument historique, est totalement asséchée. Pour lui, nul doute, les pompages des eaux de Volvic sont responsables. Alors Édouard de Féligonde, bonjour. Là on est à la source de cette histoire-là. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce domaine? Vous êtes au château de Saint-Genès-l'Enfant, qui est dans ma famille depuis 1651, sans discontinuer. Cette propriété a la chance d'avoir 3 sources. Ces sources étaient connues depuis les Romains, sous le nom de Dragonara. Ça faisait le bruit du dragon tellement ça jaillissait. L'exutoire de l'impluvium, l'exutoire naturel de l'impluvium, est ici. En 2018, oui. Cette pisciculture que vous décrivez comme la plus ancienne d'Europe, classée monument historique, est-ce que vous pouvez revenir sur cette période-là, au moment où vous décidez de fermer les portes de la pisciculture? À partir de 2017, vous avez des assecs. Donc ça veut dire que les bassins se retrouvent sans eau. J'ai fait venir l'hydrogéologue de l'État
Et c'est là où il me dit, pour être simple, 1 litre prélevé au-dessus de chez vous est égal à 1 litre en moins en bas. Je décide en 2018 de fermer parce que lorsque vous avez un différentiel de pression dans les bassins, y compris dans l'étang, qui est entièrement maçonné en pierre de Volvic, eh bien vous avez des parois qui s'effondrent par le différentiel de pression. Il n'était pas question que je reçoive des enfants, je trouvais ça dangereux. Dès 1851, la pisciculture ouvre ses portes au public. Ce sont près de 10 000 enfants qui ont appris à pêcher à Saint-Genès. À l'automne 2018, la baisse du débit d'eau sur sa propriété oblige Édouard de Féligonde à cesser toute activité. Là, on avait de l'ordre de 500 litres par seconde au milieu du XXe siècle. On est passé à des valeurs de l'ordre de 200 litres par seconde jusque dans la fin des années 2010. Et aujourd'hui, en été, on descend à 20 litres par seconde. Donc si vous allez voir le répartiteur qui est passage d'un enfant, vous voyez que la couche d'eau, elle est comme ça. Vous discutez avec les anciens du pays, quand ils étaient jeunes, surtout au printemps, il fallait venir en cuissarde pour aller dans le répartiteur, parce qu'il y avait 60 cm d'eau. La pisciculture pouvait produire jusqu'à 60 tonnes de poissons chaque année. Pourtant, il doit licencier les 6 employés qui entretiennent la propriété. Vous ne parlez pas de sécheresse, vous parlez d'assèchement. Concrètement, il n'y aurait pas les prélèvements de Danone, on ne serait pas en situation de sécheresse. Ça, vous en êtes persuadé? Si Danone mais arrête de pomper, en 12 jours, l'eau remonte ici. La relation de cause à effet est parfaitement établie. Les pompages de Danone arrivent chez moi en 12 jours. Je peux vous garantir que si on leur demandait d'arrêter de pomper en période de sécheresse, on ne serait pas en état de sécheresse. Les mots ont un sens. La sécheresse est un phénomène climatique. L'assèchement, c'est autre chose. On est asséché. On est asséché, mais pas pour rien. Hein. Vous apercevez que Danone, l'an passé, a distribué 70 millions d'euros de dividendes. Donc c'est pas perdu pour tout le monde, cette eau. Est-ce que vous êtes la seule entreprise à avoir été impactée par les eaux de Volvic, ou il y a aussi d'autres, des producteurs locaux Alors bien sûr que non. Les sources de la propriété, en fait, irriguent 3600 hectares de terre avant de se déverser naturellement dans l'Allier. Vous avez les arboriculteurs qui ont perdu 30% de production. Mais ce sont des petits producteurs. Comment voulez-vous qu'ils s'attaquent à Danone? Et vous ne vous sentez pas seul contre une multinationale aujourd'hui? Non. Puis vous savez, quand bien même je serai seul, je serai seul. Et à combien évaluez-vous le préjudice sur la pisciculture? Énorme, c'est colossal. C'est plus de 30 millions d'euros. Très clairement, c'est 65 mois de travaux avec 20 personnes à plein temps. Enfin, c'est fou, quoi. Comment peut-on détruire de cette façon-là? Interrogé sur la fermeture de la pisciculture, le maire de Volvic semble embarrassé. Qu'est-ce que je peux vous répondre là-dessus? Il y a une procédure qui est en cours avec la pisciculture et j'ai pas forcément envie de commenter ce sujet qui est très complexe et qui est aujourd'hui entre les mains d'experts techniques et judiciaires. Pour les associations environnementales comme Préva, la liberté d'action de l'édile est relative. Il est maire d'une ville pour lequel une partie du budget municipal est directement liée aux droits de bouchon de la SEV. Sur sa ville, il y a quand même des emplois. Il y a des activités touristiques et sportives qui sont en partie financées par la SEV. Il est dans une situation qui fait qu'il est un peu ficelé. La surtaxe sur les eaux minérales représente 40 à 45% du budget de fonctionnement. Je veux dire, évidemment que quelque part, il y a une dépendance qui s'installe, puisque grâce à ce budget, on peut déployer un certain nombre d'offres, un certain nombre d'équipements sur notre commune pour nos administrés. Et là, cette année, donc, c'est à hauteur de un petit peu plus de 3,5 millions. Édouard de Féligonde n'est pas seul dans cette bataille de l'eau. Le 11 mai dernier, 6500 personnes environ se sont mobilisées à Bouzel, dans le Puy-de-Dôme, pour dire non à l'accaparement de l'eau. On va détruire des écosystèmes, on va faire un projet qui n'est pas forcément viable. On prend des cultures très gourmandes en eau et on n'est pas du tout sur un schéma d'agriculture vivrière et paysanne. Et puis l'Allier, c'est pas une propriété, elle est à tout le monde, donc pourquoi eux et pas les autres? Dans leur collimateur, le projet des 2 plus grandes méga-bassines de France, soutenu par le géant Limagrain, et les captages de l'eau par le groupe Danone.
Nous voulons faire passer d'abord l'eau pour la vie avant l'eau pour le profit. Dans la commission d'enquête que j'avais présidée, on avait rendu un certain nombre de recommandations, à minima que pendant par exemple les arrêtés sécheresse, les multinationales comme Danone soient aussi concernées par ces arrêtés sécheresse, qu'on demande qu'il y ait un réseau piézimétrique pour avoir plus d'informations sur l'état de la ressource en eau qui soit plus conséquent. Et toutes ces recommandations pourtant votées à l'unanimité des députés à l'époque, ont été tout simplement jetées à la poubelle. Ça pose la question de savoir est-ce qu'on veut continuer dans un moment où le GIEC et l'ensemble des scientifiques le disent, la ressource en eau se raréfie et surtout pose des problèmes de qualité de l'eau. Comment est-ce qu'on partage l'eau? Est-ce qu'on veut vraiment continuer à mettre de l'eau dans du plastique et à l'envoyer à l'étranger? Je crois que c'est une question qu'on doit démocratiquement se poser. Qu'il y ait des crispations autour de ces sujets-là pour des raisons historiques, politiques, techniques, environnementales, j'en ai bien conscience et je comprends et il faut que le débat ait lieu. En tout cas, on est partie prenante à la fois du débat. On a besoin de l'eau pour d'abord l'eau de tous les jours, boire, se laver, manger, mais de l'eau pour l'industrie, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour la biodiversité. On essaye les uns et les autres de concilier ces différents usages avec la Société des eaux de Volvic, mais avec l'ensemble des acteurs. D'un point de vue juridique, l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992 est clair. L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. En d'autres termes, l'eau est un bien commun. La loi de 2006, elle, renforce la gestion de l'eau et en détermine les priorités. Numéro 1, la sécurité publique. En 2, l'eau potable pour les populations. Arrive en 3e position, l'alimentation des écosystèmes. Et en dernier, l'industrialisation avec notamment les prélèvements d'eau à des fins commerciales. Nous, on n'a pas une opposition de principe à la commercialisation de l'eau, mais ça doit être la variable d'ajustement une fois que les priorités définies par la loi sont respectées. En mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme annonce des restrictions d'eau dans 31 communes, parmi elles, Volvic. Une contrainte à laquelle échappe Danone car la SEV assure que ces prélèvements sont inférieurs aux 2,5 milliards de litres autorisés. Alors ils font du greenwashing quand ils nous disent qu'ils vont faire comme l'ensemble de la population, c'est-à-dire s'adapter à des arrêtés sécheresse. Ils nous disent qu'eux aussi, ils vont descendre de 10% leur production, sauf que les 10% c'est sur leur autorisation, alors que de toute façon, même quand il n'y a pas d'arrêté sécheresse, ils n'en utilisent que 2,3 milliards de litres. Donc finalement, ça ne leur coûte pas grand-chose. Vous avez un brasseur à Riom qui était directement impacté. Il avait reçu injonction de la préfecture de baisser de 25% sa consommation d'eau. Comme il disait, mais ma brasserie, elle a besoin d'eau pour fonctionner. Si je baisse de 25%, autant fermer la brasserie tout de suite. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Selon que vous serez puissant ou misérable, enfin, vous connaissez l'histoire, ça date de quelques siècles et c'est toujours d'actualité. Il n'y a pas que dans le Puy-de-Dôme que les voix s'élèvent. Direction les Vosges, où l'industriel suisse Nestlé, propriétaire des eaux de Vittel, contracte ses éparts depuis 1992 et lui aussi sous le feu des critiques. Parmi ses farouches opposants, Bernard Schmitt, médecin à la retraite et porte-parole du collectif O88. Ce Vitellois d'adoption ne mâche pas ses mots. J'ai essayé de décliner ce que représentait Nestlé dans une ville comme Vittel. J'assume ce que je dis, c'est qu'on était en situation coloniale sur Vittel, que tout était tenu par la multinationale. Ils font pas la monnaie aujourd'hui, ils n'ont pas encore l'armée, mais c'est vraiment les 2 seuls trucs. Ils ont tout à la main. Ils ont les politiques, ils ont les associations. La première fois où j'ai siégé à la commission locale de l'eau, je me suis aperçu que la présidente de la commission locale de l'eau, qui était adjointe au maire de Vittel, conseillère départementale des Vosges, était l'épouse d'un cadre dirigeant de Nestlé à Vittel, qui avait fondé une association qui s'appelait la Vigie de l'eau, et qui siégeait dans la commission locale de l'eau, au bureau et au comité technique. Il a fallu attendre 5 ans. La conseillère départementale ayant démissionné a été condamnée pour prise illégale d'intérêt en faveur de Nestlé, et la Vigie de l'eau, association loi 1901, a été condamnée. Donc c'est un truc indémerdable. C'est du conflit d'intérêts à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas séparer ça, parce que l'État ne régule pas les prélèvements de Nestlé. Vous pensez que fin 2022, le préfet, juste avant de partir,
à renouveler toutes les autorisations de pompage de Nestlé au volume existant, sans tenir compte du changement climatique, qui va perturber la recharge des nappes, pour 10 ans, sans clause de revoyure express dans cette période-là. Donc en fait, Nestlé possède le territoire. Il le possède si bien qu'il a acheté 10 000 hectares de terres agricoles et sylvicoles. C'est le premier propriétaire foncier du coin. Et si tu y pars demain, qu'est-ce qu'on va faire de ces terres-là? On n'a pas de maraîchage ici, quasiment. Tout est en terre agricole, d'élevage, parce que Nestlé veut protéger son eau. Donc c'est de l'élevage, et rien d'autre. À quelques kilomètres de Vittel, Didier Touvenin ne décolère pas. En 2009, l'agriculteur souhaite acheter les terres de son voisin, mais Nestlé lui coupe l'herbe sous le pied. L'embouteilleur lui offre alors l'opportunité d'exploiter les parcelles convoitées, oui, mais en contrepartie d'un partenariat. Car sous couvert de préserver les nappes phréatiques, la multinationale propose des conventions, 0 pesticides aux agriculteurs ou le rachat de leurs terres. Tu vas dans le cimetière du village, tu fais le tour des tombes. Mon nom de famille, c'est Touvenin. Tu comptes il y a combien de tombes de Touvenin, tu verras, il y en a une rafale. Et après, tu refais le tour du cimetière et tu comptes le nombre de tombes où il y a marqué Nestlé Water Vosges. Et tu nous dis qui est légitime ici. Mais si demain on se vendait, mais le vieux il se retournerait dans sa tombe. Je veux dire, eux ils se sont fait ouvrir la panse, ils tripent à l'air pour qu'on garde notre intégrité territoriale. Et nous on irait se prostituer pour de l'argent. Je ne le vivrais pas trop bien. Mais économiquement, c'est sûr que c'est la meilleure solution. Hein. Tout dépend où on place son éthique. Aujourd'hui, les transporteurs routiers de fourrage, ils sillonnent la France, la Suisse avec des camions. Alors que son métier, c'est d'être agriculteur. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas pu acheter les terres qui étaient à côté de sa ferme. C'est Nestlé qui les a eues, quoi. C'est tout un pan important, ça. Ça vaudrait toute une émission de journalistes sur la filiale Agrivert et ses liens avec la Safer pour l'achat de terrain. Ça fait partie du système colonial aussi, quoi. La Safer dépend des ministères de l'Agriculture et des Finances. Elle a pour mission, notamment, la gestion des terres agricoles. Agrivert, la filiale écolo de Nestlé Water Vosges, est en charge de la protection de l'eau sur l'impluvium de Vittel. Problème, les deux ne font pas forcément l'unanimité. Depuis plusieurs années, Didier Touvenin tient tête au géant suisse et refuse de lui vendre ses terres. Accusé de polluer les sols, l'agriculteur porte l'affaire en justice. Un combat qu'il remporte, mais qui lui aurait tout de même coûté près de 30 000 €. Une victoire au goût amer qui fragilise son entreprise. Ça continue à m'exterminer économiquement, quoi. Hein. Cependant, ça montre aux gens que Nestlé n'a pas tout pouvoir. Hein. La Safer n'a pas tout pouvoir. C'est pas très rose, mais je suis en totale harmonie avec mes valeurs, quoi. Tout n'est plus rose non plus chez Nestlé. En l'espace de 50 ans, le nombre de salariés a été divisé par 4, passant de 4 000 employés environ sur les 2 sites de Contrex-et-Ville et Vittel à 588 employés aujourd'hui. La multinationale doit aussi faire face à l'épuisement de la source. Moi j'ai découvert ce dossier en tant qu'élu régional dans la période 2004-2010 où on avait déjà connaissance du déficit historique dû à la surexploitation de la nappe des GTI. On ne demandait rien, aucune économie aux industriels. La solution pour équilibrer la nappe, c'était d'aller chercher l'eau en dehors du territoire pour approvisionner les populations en eau potable. Au fur et à mesure qu'on a épluché le dossier, on a appris que dès 2010, par exemple, le préfet avait donné consigne à l'ensemble des acteurs de ne pas toucher aux industriels. Et ce qui nous choquait, bien sûr, c'est que Nestlé, qui était à l'origine de 80% du déficit de la nappe, était complètement écarté des solutions à envisager pour rétablir l'équilibre et stopper une surexploitation qui n'aurait jamais dû être autorisée par l'État. Il faudrait ne pas prélever plus d'1 million de mètres cubes par an pendant 30 ans pour retrouver le niveau de 92, qui n'était pas le niveau historique, parce que ça a commencé dans les années 70, la surexploitation. L'épuisement de la source n'est pas le seul caillou dans la chaussure de Nestlé Water Vosges. En 2014, Christiane ne s'imaginait pas devenir lanceuse d'alerte. Logiquement, ça devrait être en contrebas par là-bas.
Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille chez Nestlé ou tout le monde a quelqu'un de sa famille qui a travaillé chez Nestlé? Sûr. Lors d'une randonnée avec un ami dans les environs de Vittel, elle tombe sur une décharge sauvage. On était allé aux champignons avec un copain. Il a voulu grimper sur le monticule et puis il a dégringolé en bas, mais il a dit c'est pas de la terre que j'ai sous les pieds, ça craque. Il est tombé en bas et puis on a vu que c'était que du plastique. Et il y avait aussi les cagettes de la Société des Eaux. Elles étaient rouges et bleues à l'époque. Donc il y avait tout était là. Regardez. Donc ça c'est une bouteille des années 60. Société Générale des Eaux Minérales de Vittel. J'ai essayé d'ameuter tout le monde. Ça a pris des années. Hein. J'ai ameuté le maire, j'ai ameuté Agrivert, j'ai ameuté... Et puis un beau jour, j'ai dit, bon ben, j'ameute la presse. C'est là qu'ils sont venus un mercredi après-midi voir. Donc Agrivert, c'est ceux qui s'occupent des terrains de la Société des Eaux. Ils sont venus l'hiver et il neigeait. Donc j'ai dit, vous n'avez pas dû voir grand-chose. Vous inquiétez pas, madame, dans 2 mois, il n'y a plus rien. Ça a mis des années. Pendant des années, rien n'a été fait pour... Non. Déjà, on ne vous a pas spécialement écouté. Non. Et rien n'a été fait pour faire disparaître cette décharge. Non. Et puis, je ne vous parle pas des déchetteries qui étaient sous les terrains à vaches dans les villages. Ils ont pris des pelleteuses. Et puis, ils avaient caché les bouteilles sous la terre. C'est quand même dingue. Cette découverte n'est pas sans conséquences pour Vittel. En 2021, elle lui fait notamment perdre le marché avec le groupe Lidl, un des leaders de la grande distribution en Allemagne. Officiellement, Nestlé Water Vosges répertorie 9 décharges sauvages. Mais le cas vosgien n'est malheureusement pas une exception. Retour dans le Puy-de-Dôme où en mars 2022, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, annonce la découverte d'une décharge illégale de PVC dans la réserve naturelle de Volvic. Les déchets plastiques auraient été ensevelis dans les années 60 à 90, une information que la Société des Eaux de Volvic mettra 7 mois à révéler. Il y a des gens qui travaillaient là, si au bout du champ, chacun savait que c'était une décharge, je pense que ça serait sorti avant, quoi. Donc j'ai aucune raison de penser qu'un groupe comme celui-là pourrait avoir caché une information. Le groupe Danone assume la totalité des coûts, mais je ne les connais pas. Il n'y a pas de coût public en tout cas. À l'heure où Bouzel, dans le Puy-de-Dôme, pourrait voir la construction de 2 gigabassines, Murat-le-Caire, village de 500 âmes, à 1 heure de route de Clermont, pourrait accueillir un nouveau puits de pompage. Les supermarchés Leclerc, via leur marque Aquamark, ont depuis une dizaine d'années dans leur tiroir un projet situé dans le bois de la Paillère. L'entreprise a fait une demande d'exploitation pour un captage estimé à 175 millions de litres par an. Un projet embryonnaire qui divise. Le commissaire enquêteur va donner son avis, favorable ou non. Et ensuite, c'est le préfet qui décidera du bien fondé de cette demande. On pense que si déjà la commune maintenant a pris la décision et a voté en conseil municipal que le projet soit arrêté, ça semblerait étonnant, mais enfin le préfet a le dernier mot. Maintenant, on peut se poser la question de savoir est-ce que Aquamark, dans les années à venir, va modifier son projet ou essayer de voir d'autres choses. Je pense qu'Aquamark a besoin de cette matière première. Ils vont tout faire pour essayer de la récupérer. Alors je ne sais pas comment, mais je ne me fais pas de soucis pour Leclerc. Hein. Il a le bras long et je pense qu'il a des moyens de pression qu'on n'a pas. Tout est là pour que ça s'arrête. Mais ça ne va pas s'arrêter. Parce que le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est sur la privatisation de l'eau. Donc tout ce qui va pouvoir financiariser, privatiser, boursicoter avec l'eau, va se mettre en place. On consomme tous beaucoup plus d'eau qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Donc il faut de l'eau pour les habitants, des habitants de plus en plus nombreux, des habitants de plus en plus exigeants. Donc les habitants de notre territoire qui ont été élevés, éduqués avec l'idée qu'on était le château d'eau de la France et qu'il y aurait toujours de l'eau sans compter, les élus n'ont pas fait dans les 20 dernières années ou dans les 30 dernières années nécessairement les efforts qu'il fallait faire en termes de gestion de l'eau, préservation de la ressource, recherche des fuites. On regarde ce qui se passe, hein. On est évidemment en connexion avec l'actualité et avec d'autres lieux où il y a des débats autour des eaux embouteillées, évidemment.
Contacté, Nestlé Water Vosges nous a répondu par écrit. La multinationale affirme que la nappe des GTI est la seule nappe en déficit sur le territoire. Son retour à l'équilibre est prévu d'ici 3 ans. Nestlé rappelle aussi qu'elle est utilisée par de multiples acteurs et que les prélèvements de Nestlé représentent désormais moins de 10% des volumes maximum prélevables. Mais ces derniers mois, le géant suisse enchaîne les déboires. En début d'année, l'embouteilleur avait reconnu avoir utilisé des traitements interdits sur les eaux minérales. En avril, les autorités ont ordonné la destruction de 2 millions de bouteilles de Perrier après la découverte de bactéries d'origine fécale. En mai 2023, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi qui est annoncé sur les sites de Vittel et Contrex. Objectif, la suppression de 171 postes. Danone est propriétaire des eaux de Volvic depuis 30 ans. Près d'1 millier de personnes travaillent pour cette société qui produit chaque année 1,3 milliard de bouteilles d'eau en Auvergne. 70% de cette production part à l'étranger. On rejoint Emmanuel Gérardin, le directeur de la Société des eaux de Volvic, qui nous accorde un entretien exclusif. Bonjour Emmanuel Gérardin. Bonjour. Pour commencer, revenons sur le 1er mai dernier. Un local technique de la Société des eaux de Volvic est incendié et met l'usine à l'arrêt pendant 2 jours. Comment avez-vous vécu cet épisode? Ça a été un choc pour moi, pour l'ensemble des salariés. Quelque chose qu'on a vécu de manière assez violente, parce que même si on sait qu'on a une activité qui est parfois critiquée, on a toujours été ouvert à l'échange, à la discussion, au débat. Mais on attend tous avec impatience les résultats de l'enquête, dans la mesure où on a déposé plainte et que pour le moment l'enquête est en cours et qu'on n'a pas de nouvelles pour le moment. Les tensions autour de l'eau sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes, et pas simplement à Volvic. Mais ici, elles ont semblé s'accroître sur l'année 2023. Et le secteur de Volvic a été frappé d'un arrêté préfectoral dès le mois de mai, sans que vous ne soyez directement concerné. Comprenez-vous le sentiment d'injustice qui a pu naître de cet épisode? Je comprends l'inquiétude et les réactions de ce type. Le préfet, en même temps que cette déclaration, nous a demandé de réduire nos autorisations mensuelles de 5%. Après, on a eu d'autres restrictions liées aux alertes de sécheresse qu'on a eues dans la foulée et qu'on a respectées également. Alors certains reprochent à la Société des eaux de Volvic d'épuiser la ressource. L'activité de Danone, à laquelle s'ajoutent les syndicats d'eau potable, a-t-elle un impact direct sur la nappe? Aujourd'hui, le bilan qu'on peut faire, c'est qu'entre 2017 et 2023, on a réduit nos prélèvements de 17%. Si on prend un peu de hauteur aussi, en 2023, il y avait 71 départements qui étaient concernés par des restrictions. Et tout le monde s'accordait à dire que le réchauffement climatique et la sécheresse étaient la cause de ça. Donc la question que je me pose moi, c'est pourquoi à Volvic? La raison, ça serait la Société des eaux de Volvic. Il faut tenir compte de ce contexte-là qui est une vérité pour l'ensemble du territoire français. On prévoit de baisser de 10% de nouveau nos prélèvements. Donc on est un acteur majeur et on agit en responsabilité en tant que tel dans ce contexte global. Comment vous expliquez que des experts qui sont réunis dans des collectifs, je pense notamment à Préva, dans lequel il y a des scientifiques, il y a des géologues, il y a des biologistes, des spécialistes des milieux aquatiques, et eux, ils en sont persuadés. La Société des eaux de Volvic vide la nappe par le bas en puisant 7 millions de litres d'eau en moyenne chaque jour. L'aquifère de Volvic n'est pas une réserve d'eau souterraine, c'est une rivière souterraine. Et dans la mesure où on est en profondeur et en aval de tous les prélèvements dont on parle, ceux qui se servent, entre guillemets, en amont des prélèvements, sont prioritaires sur la gestion de la ressource. Donc, par exemple, l'eau potable qui est prélevée en amont de la ressource dans cette rivière souterraine n'a pas d'impact de la SEV sur ces prélèvements-là. L'image de on est dans une réserve souterraine finie, et si on puise par le fond, on a ce qui est au-dessus, dans la mesure où c'est une rivière, elle n'est pas totalement juste. Alors à 3 km de l'usine se trouve une pisciculture qui est dans un domaine dont le propriétaire, Édouard Féligonde, est en procédure judiciaire avec la préfecture, pas avec Danone. Mais il met en cause Danone en expliquant que l'activité de la Société des eaux de Volvic a asséché sa pisciculture. On est régi par des arrêtés préfectoraux qui déterminent les quantités qu'on est en mesure de prélever à l'échelle annuelle, à l'échelle mensuelle, à l'échelle journalière. C'est des choses qui évoluent. Tout ça n'est pas écrit dans le marbre, ça évolue, évidemment, ça évolue à la baisse. Historiquement, on n'a jamais dépassé ces natures de prélèvements, quelle que soit l'échelle de temps dont on parle. Et il n'est pas question d'envisager de le dépasser. Et parallèlement à ça, on peut compléter sur quelque chose qui existe dans notre arrêté, c'est que chaque année, on a ce qu'on appelle un comité de suivi, où on rassemble les acteurs de l'eau, sous l'autorité de l'État, où on partage la situation de l'aquifère, les quantités prélevées, pour s'assurer d'ailleurs qu'elles sont conformes
à nos déclarations avec des contrôles inopinés qu'on lit plusieurs fois dans l'année. Donc avec un souci de transparence du sujet, parce que nous, notre volonté, en tant que minéralier, notre raison d'être, c'est pas d'épuiser cette ressource. Alors ce propriétaire, il est accompagné d'experts depuis plusieurs années, et l'un de ses arguments, et de leurs arguments, est de dire que le groupe Danone a financé des études en 2002 et 2012 qui concluent que les captages de Volvic influencent directement les sources. Il est mentionné que l'essentiel de l'évolution de la ressource est d'abord une raison du réchauffement climatique. Et il est mentionné qu'on peut avoir un impact à hauteur de 9%, étant donné l'évolution des prélèvements depuis des décennies. Donc c'est principalement un effet du réchauffement climatique. Est-ce que parmi les scénarios qui sont envisagés ou qui peuvent être envisagés à plus long terme, il y aurait une diminution, voire un arrêt de l'exportation? C'est pas pour demain, dans la mesure où on a encore des marges de manœuvre importantes avec des projets structurants d'investissement qui sont prévus. On parle de 260 à 350 millions de litres d'économie d'eau à travers de 2 gros projets qu'on a aujourd'hui dans les cartons. Lançons d'abord ça réduira les prélèvements, et si au-delà de ça, dans 5 ans, dans 6 ans, il faudra adapter des choses, on travaillera sur ce qu'on doit faire. Alors pour finir, je voudrais qu'on évoque un dernier sujet, celui de la décharge plastique. Où en est ce chantier de nettoyage? On a fait des prélèvements, on a conclu qu'on avait du PVC, du verre et du bois essentiellement, et on s'est engagé dans une démarche de tout enlever. On l'a déclaré médiatiquement aux autorités. On opère entre les saisons, entre octobre et février de chaque année. On prévoit de refaire une autre zone entre octobre 2024 et février 2025. Et la dernière étape, ça sera les travaux de finition et de réhabilitation des sites entre octobre 2025 et février 2026. Et est-ce que des analyses ont été faites pour être certain que les déchets n'ont pas pollué? Oui, ça a été fait de manière prioritaire. Déjà, on a des contrôles permanents. Lorsqu'on a eu cette alerte, on a fait des contrôles additionnels. On a fait aussi des contrôles sur les eaux de surface. Il n'y a aucun risque sur la qualité de l'eau. Merci Emmanuel Girardin. Merci à vous.